Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouvrage de Bernard Mottet. Système de salaire et politique patronale. Essai sur l'évolution des pratiques et des idéologies patronales, Paris, CNRS, 1966. La sociologie industrielle, Paris, PUF, 1971. La surdité dans la vie de tous les jours, Paris, CTNERHI, DIF. PUF, 1981. La philosophie en commun. Collection dirigée par Stéphane Doyer, Jacques Poulain, Patrice Vermeyren. Nourri trop exclusivement par la vie solitaire de la pensée, l'exercice de la réflexion a souvent voué les philosophes à un individualisme forcené, renforcé par le culte de l'écriture. Les querelles engendrées par l'adulation de l'originalité y ont trop aisément supplanté tout débat politique théorique. Notre siècle a découvert l'enracinement de la pensée dans le langage. S'invalidait, et tombait du même coup en désuétude cet étrange usage du jugement où le désir de tout soumettre à la critique du vrai y soustrayait royalement ses propres résultats. Condamnées également à l'éclatement, les diverses traditions philosophiques se voyaient contraintes de franchir les frontières de langue et de culture qui les enserraient encore. La crise des fondements scientifiques, la falsification des divers régimes politiques, la neutralisation des sciences humaines et l'explosion technologique ont fait apparaître de leur côté leur faillite, induisant à reporter leurs espoirs sur la philosophie, autorisant à attendre du partage critique de la vérité jusqu'à la satisfaction des exigences sociales de justice et de liberté. Le débat critique se reconnaissait être une forme de vie. Ce bouleversement en profondeur de la culture a ramené les philosophes à la pratique orale de l'argumentation, faisant surgir des institutions comme l'école de Korčula, Yougoslavie, le collège de philosophie, Paris, ou l'Institut de philosophie, Madrid. L'objectif de cette collection est de rendre accessibles les fruits de ce partage en commun, du jugement de vérité. Il est d'affronter et de surmonter ce qui, dans la crise de civilisation que nous vivons tous, dérive de la dénégation et du refoulement de ce partage du jugement. Dernière parution. Henri Bergson, Leçon clermontoise 2 2006. Christina Comica Allinikos, Digression sur la métropole. Roberto Arlt, Juan Carlos Onetti autour de Buenos Aires 2006. Jean-Édouard André, Heidegger et la liberté 2005. J. Riba et P. Vermeyren, Sous la responsabilité de Philosophie des mondialisations 2005. Mohamed Hassen Zouzichbbi, La philosophie du poète. L'exemple d'un poète tunisien de langue arabe, Abul Qassem Chabi 1909 à 1934, 2005. Si j'étais sociologue, dans le sens où il faut sortir un bon bouquin, je voudrais surtout dire que j'ai eu la chance d'avoir rencontré des gens qui sont comme tout le monde, qui parlaient librement avec moi comme ils l'auraient fait avec un sourd, avec lesquels j'ai vécu mille choses et événements, des épisodes durs aussi de leur vie et de la mienne. Des gens comme tout le monde, qui ne sont pas comme tout le monde. Ils sont sourds. Bernard Mottet, 1999. Remerciements. L'aboutissement d'un rêve fait à plusieurs. Si au moment d'écrire ces lignes je me retrouve seul avec mes idées et les textes de Bernard Mottet, des heures de travail ensemble nous ont permis de concrétiser un projet qui lui tenait à cœur, celui d'éditer ses travaux. Pour des raisons de santé, Bernard Mottet n'a pu prendre les décisions finales, ni écrire l'introduction qu'il avait tant de fois rédigée dans sa tête. J'ai donc pris la décision de présenter en introduction un texte, à ma connaissance inédit, non daté et paraissant inachevé, Accueillir la surdité. La sélection des articles et l'organisation en chapitres suivent un regroupement thématique, qui n'a aucune prétention de clôture. Le lecteur appréciera lui-même comment un article traverse une multiplicité de sujets, en passant d'une rive à l'autre de questions aussi vastes que l'identité, la culture, la langue des signes et le mouvement des sourds. Dans chaque chapitre, l'ordre chronologique des textes a été respecté pour témoigner de l'évolution de la pensée du sociologue et des débats qui, au fil des années, ont accompagné le mouvement des sourds dans leur lutte pour une reconnaissance sociale et politique. J'ai choisi de retenir des textes qui expriment parfois les mêmes idées, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, parce que s'il y a une caractéristique de la plume de Mottet,
c'est bien la répétition de ses exemples les plus chers, son insistance sur les idées clés. Sa plume suit le fil d'une pensée qui se construit à partir de fragments. Ensuite, chaque article a sa propre unité. La lecture n'a donc besoin d'autre repère que celui du contexte où l'article a été produit. Finalement, même si certaines idées se répètent, chacun des textes retenus nous projette vers de nouvelles pistes. Certaines conférences, publiées au fur et à mesure des recherches de l'auteur, l'avaient été sans véritable correction. Les quelques modifications apportées dans cette nouvelle édition sont d'ordre strictement formel. Il en va de même pour des articles qui portaient la marque des conditions dans lesquelles ils avaient été rédigés. Dans le feu de l'action, dans l'enthousiasme ou la colère. L'uniformisation de la mise en page des textes répond quant à elle à des critères éditoriaux. La parution de ce livre a été rendue possible grâce à la précieuse contribution de Michel Lamotte, pour avoir regroupé un nombre considérable de conférences et d'articles de Mottet, afin de les faire connaître aux étudiants de l'Université de Poitiers, travail qu'il a gentiment mis à ma disposition. Michel Balstinkwich, responsable de la bibliothèque de l'Institut national de jeunes sourds de Paris, qui m'a donné les moyens de retrouver la trace de certains articles. L'Université Paris 8 et le Conseil régional de Seine-Saint-Denis, pour leur soutien dans mes recherches doctorales. André Scribari et son œil de dessinateur qui a mis le texte en forme. Les éditeurs qui ont tous accepté la republication des textes de Bernard Mottet, Fabrice Bertin, Patrick Singolani, Jean Dagron, Cécile Guillaumard, Alexis Caracosta, Walter Cohen, Harry Markovitch, Dora Mottet et Patrice Vermeeren, qui m'ont soutenu et guidé par leurs remarques pertinentes et enrichissantes tout au long de la rédaction de cet ouvrage. Qu'ils en soient tous remerciés. Préface. Le sourd émancipé ? Ce qui m'a toujours paru important, voire l'essentiel, c'est en effet de voir. J'estime donc que mon travail doit consister à montrer et à donner aux autres l'envie d'y aller voir eux-mêmes et avec leurs propres yeux. Cela ne demande pas qu'on entre dans le détail, qu'on dise tout. Bien au contraire. J'ai souvent rêvé d'une activité purement déictique, sans aucune explication, sans aucun jugement, sans tout ce dont on fait spontanément l'ordinaire du savant. Bernard Mottet, 1997. Comment présenter l'œuvre de quelqu'un qui affirme avoir rêvé de ne rien expliquer, de ne rien juger, surtout si cette œuvre est celle d'un sociologue, donc d'un scientifique, censé donner des explications et démontrer comme le font les savants ? Dans le rêve et dans les textes de Bernard Mottet, il y a toute la matière voulue pour répondre à notre interrogation. Encore faut-il aller la chercher, et s'aventurer à percer les mots pour nous laisser secouer. Si expliquer veut dire rendre clair l'obscur, donner des raisons ou justifier une pensée, une idée, il faut être au moins deux pour que l'action ait un sens. Et dans cette relation, il y aura celui qui sait, qui comprend, et celui qui a besoin d'explications pour éclaircir ce qu'il n'a pas compris jusque-là. L'explicateur est prêt à se lancer dans une interminable chaîne de raisons pour rendre son message compréhensible. Le destinataire de l'explication est prêt à tous les efforts pour saisir le sens et comprendre. Le premier déterminera à partir d'où et jusqu'où il ira chercher ses raisons. Le deuxième ne pourra que le suivre s'il veut apprendre. On dira que l'incapacité de l'un de comprendre quelque chose justifie la présence de l'autre qui a pour mission d'expliquer. On peut aussi emprunter un autre chemin en laissant les paroles d'autrui faire écho en nous, et penser que c'est plutôt le besoin de justifier la présence de l'explicateur qui fait l'incapable et non l'inverse. Pour qu'un explicateur ait quelque chose à expliquer, il faut quelqu'un d'autre qui, sans un maître pour lui montrer le chemin et lui donner des raisons, ne soit pas capable de comprendre par lui-même. L'explication vient donc combler un monde divisé en savants et ignorants, en capables et incapables, en intelligents et bêtes. Dans cette logique, l'explicateur sera placé du côté des savants, des capables et des intelligents. L'acte en principe étonnant de Mottet, comment un sociologue peut-il rêver de ne rien expliquer ? Inaugure un nouveau geste. Le geste de celui qui désigne et qui donne à voir parce qu'il considère que les autres sont tous capables de regarder par eux-mêmes, de trouver des raisons ou de donner sens aux choses. C'est le geste qui ne divise pas le monde entre des intelligences supérieures, capables de fines analyses et d'une méthode pour expliquer, et celles qui peinent à dépasser leurs limites ou qui ont besoin d'un maître pour apprendre. Bernard Mottet nous dit,
Allez-y. Cherchez vous-même. Je ne vais pas vous expliquer, je ne veux pas vous expliquer. Je vais seulement vous montrer. Montrer, ne pas expliquer, cela veut dire, nous n'avons pas besoin d'une intelligence autre, celle de l'explication, pour comprendre. Nos propres yeux suffisent. Donc, pas de différence de nature, pas d'échelle pour situer l'intelligence des uns plus haut ou plus bas que celle des autres. La citation de Bernard Mottet en exergue, et encore plus l'ensemble de son œuvre, nous dévoile son principe. C'est à chacun de chercher pour son propre compte, nous avons tous les mêmes capacités intellectuelles pour comprendre. Telle est la nature du geste qui traverse de bout en bout les travaux de Mottet. Pour mesurer la portée de cette rupture intellectuelle, je suis tenté de faire marche arrière dans l'histoire vers la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à l'époque où l'abbé de l'Épée, avec la religion comme guide et une classe vraiment malheureuse d'hommes semblables à nous, comme inspiration, consacre sa vie à l'éducation des sourds, tandis qu'émerge l'idée de réduction des inégalités. Le rôle joué par l'abbé dans la reconnaissance de la langue des signes comme outil d'instruction pour les sourds est indéniable, alors qu'il rend collective leur éducation, qu'il les considère comme des êtres capables d'intelligence et qu'il favorise leur regroupement et de là, l'expansion de leur culture et de leur langue. Pour autant, l'heure de l'émancipation des sourds est encore loin d'avoir sonné, en raison non seulement de leurs conditions sociales et juridiques qui ne suivaient pas le même rythme de transformation, mais encore de la place que l'abbé assigne aux sourds dans sa pratique et ses discours. D'un côté, il les reconnaît comme des êtres intelligents et susceptibles d'instruction au même titre que leurs pairs entendants. D'un autre côté, sa théorie de l'égalité de l'intelligence des sourds et des entendants admet quelques fluctuations. De son propre aveu, nos lecteurs pourront être surpris de la bassesse de nos exemples, mais je les supplie de se souvenir que ce sont des sourds et muets que nous instruisons. S'agit-il dans cette prière de montrer une inégalité dans les manifestations de l'intelligence des sourds, ou une hiérarchisation de leurs capacités intellectuelles par rapport à celles des entendants? Y aurait-il donc un besoin de donner des exemples plus simples, parce que les sourds sont incapables de comprendre en raison de leur surdité? L'abbé de l'Épée n'échappe pas à la mise en cause de l'intelligence par la surdité, question qui a traversé l'histoire des idées sur les sourds et qui reste d'actualité. L'abbé est pris dans une ambiguïté. Montrant les performances de ses élèves, il proclame le principe de l'égalité des intelligences entre sourds et entendants. Mais lorsqu'il bute sur des difficultés, il les attribue à la surdité, faisant de cette causalité une question de nature. La réponse de l'abbé de l'Épée aux instructeurs de sourds qui lui demandent de composer un dictionnaire éclaire son point de départ. Je pourrais leur répondre que mes sourds et muets n'ont pas besoin d'un dictionnaire qui soit ni écrit ni imprimé, parce que dans toutes mes leçons je suis moi-même le dictionnaire vivant, qui explique tout ce qui est nécessaire pour l'intelligence des mots qui entrent dans les sujets que nous traitons, et que ce secours est pleinement suffisant comme le serroit celui des apostrophes. Un précepteur, sans la présence duquel son élève ne traduira jamais, et qui épargnera à celui-ci la peine de feuilleter les dictionnaires, lui laissant seulement à mettre l'ordre nécessaire dans les phrases. Même si, quelques lignes plus bas, l'abbé reconnaît le besoin d'un dictionnaire, le fait de se mettre à la place de celui qui explique tout instaure une logique d'inégalité entre l'élève et le maître explicateur, sans la présence duquel l'élève n'arrivera jamais par lui-même à percer cette intelligence des mots trop lointaine, trop inaccessible. L'égalité des intelligences est minée dans son principe. Plus de 200 ans se sont écoulés entre l'éducation des sourds par l'abbé de l'Épée et les actions que Mottet a menées en faveur d'une reconnaissance sociale et politique de la langue et de la culture sourde. Le premier fut éducateur, le deuxième sociologue, leurs combats ont constitué des points d'inflexion dans l'histoire de l'émancipation de sourds. Mais les prémices de l'abbé de l'Épée et celles de Mottet s'opposent. Le premier suppose une différence de nature d'intelligence entre sourds et entendants, le second part d'un principe d'égalité. La question qui se pose dès lors est: peut-on attendre l'émancipation intellectuelle de quelqu'un que l'on considère d'une nature différente? De plus, si l'émancipation intellectuelle est la prise de conscience de l'égalité de nature, est-elle pour autant suffisante pour atteindre l'émancipation sociale? Le profil du sociologue. Dès qu'on aborde les textes de Bernard Mottet, on est emporté par sa manière de dire les choses et d'afficher ses idées. On se sent ébloui par sa façon de donner vie à ses paroles écrites,
qualité souvent absente des textes scientifiques plutôt marqués par la sécheresse avec laquelle ils traitent leurs objets d'étude. Les textes de Bernard Mottet, et plus encore ses conférences, rendent compte de son engagement vital, de son positionnement de sociologue face à son sujet d'étude, les sourds. Les enquêtes sociologiques se fondent généralement sur des questions anonymes et standardisées et ce critère de scientificité est une condition préalable, au moins pour certains sociologues, à toute recherche dite scientifique. Ce modèle d'enquêteur neutre est loin de correspondre au profil du sociologue que j'essaie de présenter. Pour Mottet, apprendre quelque chose sur les manières de voir, d'être, de paraître et d'agir des individus n'est possible que dans une démarche où l'on engage et où l'on risque sa propre personne, c'est-à-dire où l'enquêteur paie de lui-même, avec sa propre manière de voir, d'être, de paraître et d'agir, et non dans une démarche qui fait dire aux personnes interrogées ce qu'on veut bien qu'elles disent. Bernard Mottet a d'abord obtenu une licence de philosophie en 1953 puis une maîtrise de philosophie en 1954 dont le sujet, le choix professionnel, était inscrit dans le cadre d'une recherche sur la mobilité sociale que menait Alain Touraine au Centre d'études sociologiques. Le sociologue se cachait-il déjà derrière le masque du philosophe? Ou le philosophe n'a-t-il jamais voulu dire son nom? En 1963, Mottet obtient son doctorat de sociologie. Entre-temps, il est entré au laboratoire de sociologie du travail dirigé et fondé par Alain Touraine en 1958 où il se consacre à l'étude de l'évolution des systèmes de rémunération. En 1966 et 1967, Mottet fait un séjour au Chili où il a pour tâche d'organiser un institut de recherche en sciences sociales du travail en qualité de conseiller du ministre du Travail du gouvernement d'Eduardo Frei Montalva. Parallèlement, Mottet devient professeur invité à la Faculté latino-américaine de sciences sociales, FLACSO, où il donne un cours de sociologie du travail. À son retour, Mottet reprend sa place au Centre d'études des mouvements sociaux, le nouveau nom du laboratoire de sociologie du travail. Nous sommes au début des années 70, et le sociologue est intéressé par des mouvements qui ne sont pas déterminés ou catégorisés. Avant de se lancer dans de nouvelles aventures, il publie La sociologie industrielle, 1971, ouvrage traduit en 4 langues et réédité plusieurs fois. Bernard Mottet est un explorateur des marges attiré par les frontières toujours séduisantes parce qu'inattendu, il cherche toujours plus loin que là où d'autres mettent un point. Ses textes sont pleins de notes en bas de page, qui renvoient moins souvent à des auteurs cités qu'à des fragments de nouvelles réflexions, à des témoignages ou à des bibliographies. D'où cette impression de texte en réécriture permanente, ouvert, prêt à être révisé voire même nettoyé, des textes qui sont écrits parfois dans ces régions de la pensée où se passent des choses tellement banales que personne ne prend soin d'aller y voir. Et c'est justement là que Bernard Mottet jette son coup d'œil, restant parfois au bord, allant parfois plus loin. Dans cet esprit, Mottet commence d'abord à s'intéresser aux handicapés en général. Ayant élaboré des hypothèses pour lui servir de guide sur les conditions de visibilité et d'apparition des problèmes sociaux, il entame sa recherche historique. Sa démarche consiste à aller à la rencontre de l'inattendu. Je m'étais donné pour consigne de m'arrêter à la première revendication de handicapé qui me paraîtrait absurde, écrit-il, avec la conviction que dans cette absurdité, il pourrait trouver les bases d'un fonctionnement de la société et d'un système de valeurs difficilement perceptibles par ceux qui, du fait de leur implication, n'y voient que banalité. C'est dans cet esprit qu'en lisant une revue de philanthropie du début du XXe siècle, Mottet tombe sur le compte-rendu d'un congrès de sourds-muets. Les sourds se plaignaient du fait qu'on ait transformé leurs écoles en cliniques de la parole. Voilà une revendication absurde. Puisque la parole leur manque, se demande-t-il, les sourds-muets ne devraient-ils pas désirer qu'on la leur donne? Dans le même temps, Mottet poursuit des recherches sur l'alcoolisme. La manière dont l'alcoolisme avait fait son apparition puis avait soudain disparu de l'espace public, sans que rien n'ait vraiment changé, devient un objet providentiel pour confirmer ses hypothèses sur les conditions de visibilité des problèmes sociaux. Et il y aura là un terrain fertile pour ses recherches ultérieures au sujet des sourds. Mottet va à l'encontre des positions selon lesquelles l'étiquetage, le « je suis un alcoolique », est un mauvais choix parce qu'il réaffirme l'identité discréditée. Au contraire, dit-il, plus on s'affiche et on affirme l'identité questionnée, plus on a la possibilité de se sortir de la honte à laquelle on est soumis.
En matière d'alcoolisme autant que de surdité, l'idée maîtresse qui traverse ses travaux est que la réaffirmation de l'existence d'un individu ou d'un groupe passe d'abord par le fait de le rendre visible sur la scène publique. Il est inévitable de penser aux séances publiques que l'abbé de l'Épée organisait pour montrer les résultats de ses enseignements, séances qui faisaient la publicité de sa méthode et montraient en même temps les sourds parlant la langue des signes et étant capables d'apprendre. Je ne voudrais pas faire de comparaison terme à terme entre les deux positions, la visibilité comme réaffirmation de l'existence telle que la conçoit Motet et les séances publiques de l'abbé. Je considère au contraire que les idéologies qui les sous-tendent, et leurs conséquences, ne sont pas les mêmes. Pour l'abbé de l'Épée, les séances répondaient pour une part à une démarche personnelle, c'était le fruit de son travail, il cherchait des fonds et des appuis pour continuer son œuvre. Pour une autre, elles répondaient à l'esprit de l'époque où l'affichage était la preuve du fait. Pour Bernard Motet au contraire, que quelque chose devienne visible est l'affirmation, mais non la preuve de son existence. En 1975, l'inattendu frappe encore une fois à la porte du chercheur inquiet. Ce n'est pas la rencontre avec deux sœurs jumelles sourdes-muettes. C'est d'abord la rencontre avec Harry Markovitch, chercheur au laboratoire de linguistique de l'Université Gallaudet de Washington, dirigé par William Stokoway, qui le conduit vers le Nouveau Monde. C'est surtout, peu après cette rencontre, le 7e congrès de la Fédération mondiale des sourds à Washington qui amène Motet à la découverte éblouissante des sourds avec un S majuscule. Du long parcours de Bernard Motet dont je ne peux produire un synopsis complet, je voudrais mettre en exergue un aspect qui n'est pas dans ces articles. Depuis la création de Coup d'œil, bulletin sur l'actualité de la langue des signes et la culture sourde, fondé et dirigé par Bernard Motet et Harry Markovitch en 1977, et le démarrage de son séminaire de l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS, et dans bien d'autres tribunes encore, Motet a été un passeur faisant circuler les informations, les idées et les réflexions des uns aux autres. Le bulletin et le séminaire devinrent des espaces de parole créés pour cela. Faire savoir que les langues des signes sont passibles d'une analyse linguistique, et qu'il existait déjà des recherches faites par des linguistes et des sociolinguistes, suffit à donner aux informations un impact considérable au sein de la communauté sourde et même au-delà. Mais le but, selon Motet, était de donner l'envie d'y aller voir par soi-même. Les stages d'été sur le campus de l'Université Gallaudet, organisés par Motet et Markovitch, représentent l'une des initiatives qui ont donné sens à leur position politique. Dans ces stages, un groupe de sourds, de professionnels, de parents et d'enfants, désireux de voir et de juger par eux-mêmes, ont pu apprendre et s'emparer de ce qui pouvait l'être. En faisant connaître les initiatives prises ailleurs en faveur du mouvement de reconnaissance de la langue des signes mais tenues à la marge, les stages, Coup d'œil et le séminaire de l'EHESS incitèrent les sourds à se lancer, à entrer en concurrence, à prendre modèle et par-dessus tout à prendre la parole. Au débat au sein du séminaire qui s'est tenu entre les années 1977 et 1979, participèrent nombre de ceux qui allaient se porter à l'avant-garde des combats pour la reconnaissance de la langue des signes en France. En faisant la chronique du mouvement, ces tribunes lui donnaient une visibilité qui incitait à le prendre au sérieux. Motet travaillait au milieu de l'action, là où il trouvait le centre d'intérêt de sa recherche, in situ, dans le théâtre de la vie, avec ses comédies et ses tragédies. Il observait en allant à l'écoute de la chair, en se plaçant du côté du vécu et il produisait du nouveau, il transformait du fait de son engagement. Qu'est-ce qu'être sourd ? Quand la surdité devient un rapport. Dans sa première étude sur la surdité, la méthode des signes dans l'enseignement des sourds. Les causes et les conséquences d'un déplacement débutent, 1973. Motet ébauche l'opposition entre déficience et handicap. Mais c'est dans son article, à s'obstiner contre les déficiences on augmente souvent le handicap, l'exemple des sourds, 1977, qui constitue la matrice de son positionnement politique en tant que sociologue qu'il en développe l'idée. Les distinctions qu'il opère entre déficience et handicap, et les effets qui en découlent sont indispensables à toute approche conceptuelle qui prétend épouser les nuances de la vie. Si la déficience et le handicap font partie d'un même ensemble, la déficience renvoie à l'aspect physique, le handicap à la dimension sociale. Cette définition sociale du handicap met l'accent sur le caractère relatif de la déficience. Motet insiste,
Il n'y a pas de lien mécanique entre l'ordre naturel, où s'inscrit la déficience, et l'ordre social, où s'évalue le handicap. La distinction ébauchée par Motet en 1973 va plus loin que le modèle déterministe de Philip Wood, 1980, repris par l'OMS dans sa classification internationale des handicaps, et révisé depuis des déficiences. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.